Bonjour à tous. Je m'appelle Sidonie Watrigan. Je suis ravie de vous retrouver pour certains pour ces 26e rencontres de l'AMRAE. Cela fait 3 ans que j'ai la chance de vous accompagner pour cette dernière journée de plénière. Alors pendant vos 2 jours, les 2 jours précédents, vous avez pu faire le constat de nombreux changements, des changements majeurs qui nous poussent aujourd'hui à nous-mêmes nous remettre en question. Alors comment conserver une intelligence, un cap dans un monde qui change, qui bouge sans cesse, qui se renouvelle? On s'est dit qu'au cœur du réacteur, finalement, il y a toujours, et il y aura toujours, espérons-le, l'homme, un homme face à la machine, une machine de plus en plus agile, de plus en plus concurrentielle, et surtout de plus en plus humaine. Alors la question qu'on va essayer de se poser collectivement ce matin, si vous le voulez bien, c'est est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est une menace pour l'intelligence humaine, un risque ou bien une opportunité face à l'incroyable progression de la machine? Comment l'homme peut-il garder la main et surtout instaurer un cadre ou une forme de gouvernance? Et cela vous concerne principalement, vous, risk manager. C'est la question donc qu'on va se poser pour cette première table ronde. Et j'appelle à me rejoindre Guillaume Poupard, Claude Imovin et Valérie Lafarge-Sarkozy. Alors, on va quand même faire les présentations. Valérie Lafarge-Sarkozy, donc partenaire du cabinet Altana, avocate spécialiste du contentieux, mais très intéressée aussi par tout ce qui est risque cyber. Guillaume Poupard, donc au centre, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Et Claude Imovin, donc tout de suite à ma droite, directeur général exécutif de Saint-Gobain. Bien sûr, comme tous les jours depuis ces 26e rencontres, vous le savez, vous pouvez poser des questions et on sera ravis d'y répondre pendant cette plénière. Vous les envoyez par SMS, le numéro s'affiche derrière moi, 07 55 53 78 42. Alors on a baptisé cette table ronde intelligence artificielle versus intelligence humaine. La question c'est est-ce qu'il y a opposition, est-ce qu'il y a menace, est-ce qu'il y a risque ou est-ce qu'il y a opportunité à l'idée que l'intelligence artificielle monte en puissance aujourd'hui? Peut-être Guillaume Poupard, je vais vous donner la parole en premier. Il y a l'idée que l'intelligence artificielle, tout le monde doit s'y mettre finalement aujourd'hui, tout le monde s'y est mis, mais il faut peut-être un cadre à tout cela. Un cadre, je sais pas, enfin, moi je suis informaticien de formation, donc l'intelligence artificielle c'est une évolution naturelle de ce qu'on voit arriver depuis des années. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, et c'est ma fonction actuelle, c'est la question de tout ce qui tourne autour de la sécurité numérique. Et je vais me permettre d'être assez direct, puisque en général quand on parle de risque numérique, de cyber et tout ça, il faut être très prudent parce que ça crée vite un phénomène de répulsion tellement les risques peuvent sembler énormes, mais bon, face à des professionnels, on peut y aller de manière assez cash, intelligence artificielle ou pas, et puis je reviendrai éventuellement en 2 mois après. Le risque aujourd'hui, c'est une atteinte à tous vos systèmes numériques, et pas uniquement à votre site internet ou à des choses comme ça, qui sont périphériques, potentiellement graves mais périphériques. Le risque aujourd'hui, c'est une destruction pure et simple de vos données sensibles, de vos outils de production, de systèmes où vous ne savez même pas que c'est numérisé. D'ailleurs, parfois, on a ce genre de surprise avec certaines victimes que l'on aide. Et on est incapable, et là encore, je m'adresse à des professionnels du risque, on est incapable de faire des scénarios au cas le pire. Parce qu'il y a des fois, on peut chercher à se rassurer en se disant mais qu'est-ce qui peut m'arriver au pire? Eh bien, dans ce domaine de la sécurité numérique, le cas le pire, c'est la destruction pure et simple de l'entité, de l'activité, voire même potentiellement demain des morts, des impacts bien réels sur des personnes. Donc il faut bien comprendre ça pour être capable de réagir. Et sincèrement, en termes de réaction aujourd'hui, on n'en est pas à se demander si on a besoin d'intelligence artificielle ou pas. On a besoin d'intelligence humaine, très clairement. On a besoin, d'une part, d'experts techniques pour concevoir des systèmes numériques qui soient à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, la plupart du temps. On a besoin d'être capable de détecter des attaques informatiques beaucoup plus efficacement qu'on ne le fait aujourd'hui. Et là, l'intelligence artificielle va aider, très clairement. Quand on se met à gérer des quantités de données hallucinantes, bien évidemment, l'intelligence artificielle est un atout majeur, mais ça
c'est pas du tout un prérequis indispensable aujourd'hui. Et puis surtout, là où on est vraiment sur de l'intelligence humaine, on est confronté à une question de gouvernance absolument majeure. Pendant très longtemps, on a considéré que ces questions de sécurité numérique, c'était technique, c'était incompréhensible. Les experts, quand ils parlent, on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Donc, ça doit rester dans la soute, géré par les experts en charge du domaine. Eh bien, ça, c'est une erreur majeure. Je pense que c'est un petit peu l'erreur que l'on paye aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé, d'ailleurs. Hein, je ne fais aucune distinction entre les deux. La question aujourd'hui, c'est comment ce risque numérique est traité, comment il remonte au plus haut niveau des organisations pour avoir les bonnes prises de décision, les bons arbitrages, et comment on fait pour que ce risque numérique ne soit plus un risque différent, un risque à part. Et on est encore évidemment aujourd'hui dans cette situation où on a un traitement d'exception pour quelque chose d'assez exceptionnel, certes, mais il n'y a pas de raison que ça perdure. Alors certes, au niveau de l'organisation que l'on a au sein de l'État, l'agence que je dirige est l'exemple même du fait d'un traitement d'exception. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est un espèce de machin tout bizarre, rattaché dans les services du Premier ministre, avec un statut assez étrange de la part des, enfin, comme me l'expliquent les juristes qui comprennent ces choses-là. Mais et donc on fait un traitement spécifique. L'objectif demain, c'est bien que ce risque numérique réintègre l'ensemble des risques pour que justement il y ait une sorte d'arbitrage global qui puisse être mené. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Et si je me permets de le dire aussi clairement aujourd'hui, c'est que je sais que vous faites partie des acteurs qui vont pouvoir porter ce genre de message. Vous évoquiez effectivement cette question du risque traité encore un tout petit peu à part. Je crois que ce n'est pas le cas chez Saint-Gobain. Claudie Mauvin, la question de ce risque cyber a été intégrée un peu comme un risque classique, normal, à traiter comme les autres. Oui, par la force des événements, mais peut-être un élément de contexte et revenir aussi un petit peu à votre question entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises, je ne vois pas de secteur de l'industrie et des services qui ne soient pas concernés, toutes les entreprises sont engagées dans une grande démarche de transformation numérique, Saint-Gobain comme les autres, et cette transformation numérique, qu'elle soit destinée à mieux connaître le client ou à mieux le servir, à mieux le fournir, le parcours client, qu'elle concerne l'outil productif, hein, l'industrie du futur, l'industrie 4.0, qu'elle concerne le mode de fonctionnement de l'entreprise, le bouleversement dans les ressources humaines que donne le digital, elle implique plus d'ouverture. Plus d'ouverture implique plus de risques. C'est clair. Donc, si on ne veut pas être freiné dans la transformation numérique de l'entreprise, qui est un sujet majeur, un sujet de COMEX, un sujet de direction générale, on ne doit pas traiter le corollaire qui est le risque avec un degré de sérieux ou un degré de hiérarchie différent. C'est évident. Donc ce monde dans lequel nous sommes plus ouverts est plus dangereux, avec une menace de plus en plus complexe, de plus en plus multiforme, où la géopolitique se mêle à l'espionnage, à tout ce qu'on peut imaginer. Il faut faire feu de tout bois, notamment de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe dans le volet transformation numérique, de l'intelligence artificielle dans le machine learning, etc. dans l'entreprise. Il y en a aussi dans les nouveaux outils qui, comme le disait le directeur général, les nouveaux outils qui permettent de mieux détecter la menace, de mieux réagir à des comportements anormaux dans nos réseaux. Mais ça, à la limite, ce sont des outils uniquement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la menace, la cybermenace, est un sujet tellement majeur, et je ne peux que souscrire aux propos de mon camarade directeur général de l'ANSSI, que ça ne peut pas être traité à un autre niveau que celui de la direction générale. On a bien compris que l'état de la menace est réel. Même vous l'avez-vous vécu au sein de Saint-Gobain, peut-être qu'on y reviendra. Valérie Lafarge-Sarkozy, cette menace, elle vient partout. Est-ce qu'elle est identifiable déjà en amont ? Alors, je ne crois pas qu'elle soit totalement identifiable en amont, mais avant de répondre à votre question, moi j'aimerais bien interpeller chacune des personnes dans la salle pour rappeler qu'en fait, depuis l'an 2000, nous sommes rentrés dans cette ère numérique, et que si nous sommes rentrés dans cette ère numérique, et si maintenant nous avons créé ce risque cyber, parce qu'en réalité c'est nous qui l'avons créé, puisque nous avons créé l'intelligence artificielle, chacun de vos parents, vous-même,
a participé à la création de cette intelligence artificielle. On l'utilise tous les jours et on ne sait plus vivre sans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un peu comme si je vous disais, on arrête l'électricité et on revient à la chandelle. Donc ça, c'est pas possible. Et maintenant, on ne peut pas non plus se passer de nos smartphones et on ne sait pas faire sans l'intelligence artificielle. Mais le risque que je vois à l'avenir, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Et on nous parle de l'intelligence artificielle forte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de Google Brain. C'était en 2012. On a donné à une machine 10 millions de captures de chats qui avaient été pris sur iTube. Et cette machine, qui n'avait pas été programmée pour identifier un chat, pas plus qu'elle n'avait été programmée pour identifier quoi que ce soit d'espèce humaine, a reconnu ce chat. Et donc, depuis 2012, avec ce qu'on appelle deep learning, on rentre dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Et donc, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet actuel, qui est, on a créé un risque, qui est ce risque cyber. Et pour répondre à votre question, Sidonie, et je pense que Guillaume Poupard saura mieux répondre que moi à cette question, je ne pense pas qu'on puisse totalement l'identifier. En revanche, on peut le prévenir. Et et puis, le deuxième risque à venir, qui est plus important, et moi j'aime bien qu'on essaye de se projeter dans l'avenir, c'est justement qu'est-ce que nous allons faire de cette intelligence forte, est-ce qu'on en veut ou non, et quel est le problème d'éthique, et puis est-ce que d'ici 2045-2050, le risque plus important, c'est la survie du corps humain tel qu'il est actuellement, et est-ce qu'on va devoir lutter, se dire qu'on va nous mettre des petites choses dans le cerveau et qu'on va travailler différemment, et que l'intelligence artificielle va être capable de réagir comme nous réagissons, d'avoir des émotions comme nous avons des émotions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour l'instant, la machine, on peut encore la contrôler, et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien en fait cette intelligence artificielle, même si elle crée des risques et même si elle nous fait tous travailler tous les jours, et moi en particulier, puisque je suis là pour aider les clients qui sont victimes d'une cyberattaque et leur apprendre en fait à se préserver de ces cyberattaques. Et bien vous tous, vous pouvez commencer à le faire tous les jours, déjà tous les jours, en demandant dans vos entreprises à être formés, à comprendre comment on fait, à aller regarder les rapports de l'ANSSI, parce que 80% des attaques pourraient être éliminées si nous, chaque jour, on comprenait qu'on peut faire des erreurs, mais souvent ces erreurs, on ne les connaît pas, et donc on les fait, et du coup on permet l'attaque. Et déjà 80% des attaques, on pourrait nous, humains, on pourrait les éliminer. Et après, pour le reste, je ne suis pas scientifique, donc ma réponse va être un peu bas de gamme, et j'en suis désolée, mais en réalité, c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de prévenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des chercheurs qui travaillent encore plus pour trouver des systèmes qui vont nous protéger, que chaque entreprise va acquérir. Et après, ce que j'aime aussi dans l'intelligence artificielle, et également dans le cyber risk, en fait, c'est que nous sommes tous obligés maintenant de travailler ensemble. C'est un problème de société qui concerne chacun d'entre nous. Il faut que nos enfants soient prévenus, il faut qu'ils apprennent à l'école, il faut qu'il y ait des cours à la fac, et quelle que soit l'université, quelle que soit la fac, quel que soit le type d'enseignement, tout le monde doit comprendre comment ça fonctionne. Et dans l'entreprise, ça ne concerne plus uniquement le directeur des services informatiques, ou ça concerne tout le monde. Et moi, j'appelle ça la cyber gouvernance. Et il faut que ça existe. Et en plus, je pars du principe, et nous, on s'y emploie en tous les cas. Moi, je m'y emploie, une entreprise qui est bien protégée et qui est capable d'expliquer ce qu'elle a fait, quel audit elle a mis en place, comment elle est assurée, et comment elle essaye de prévoir et de se prémunir contre ce risque cyber. Elle vaut plus cher qu'une autre entreprise de même catégorie, qui fait la même chose, etc. Vous avez déroulé toutes les thématiques que je voulais dévoiler au fur et à mesure de la table ronde, Valérie. Mais c'est pas grave, on va les reprendre point par point. Et nul doute qu'il y aura des questions. N'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, on va y répondre pendant cette table ronde. Je voulais juste revenir à la notion de comment prévenir le risque lorsqu'on est potentiellement attaqué. Déjà, il semblerait que les hackers soient dans les systèmes jusqu'à 200-250 jours avant une cyberattaque. Comment on peut prévenir ça? Comment on ne voit pas ça, en fait, Guillaume Poupard? Alors la plupart du temps, on ne le voit pas parce qu'on ne le cherche pas. C'est ça. En fait. Quand on fait l'autruche dans le domaine cyber, c'est extrêmement facile parce que la plupart des attaquants sont là pour voler de l'information. Donc leur obsession, c'est de rester discret et de pouvoir faire ça dans la durée. Et même les attaquants que vous mentionnez, qui sont plutôt là pour préparer un avenir beaucoup plus violent, typiquement pour détruire des systèmes, il faut bien comprendre que détruire un système, ça ne se décide pas
même pour des attaquants très forts comme ça, du jour au lendemain. Et donc il y a des gens aujourd'hui, il y a des États qui préparent les conflits de demain, qui se prépositionnent sur les systèmes. Ça fait partie dans ce que l'on voit à l'agence des choses les plus inquiétantes. Quand on attrape un attaquant, quand on découvre un attaquant et qu'on comprend ce qu'il est en train de faire, bon, c'est jamais un moment de plaisir, surtout pour la victime, mais quelque part, on est dans une forme de rationalité. Quand on a affaire à certains attaquants que l'on sait être très dangereux et qu'on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire, plus exactement, on voit juste qu'ils sont en train de diffuser au sein des réseaux, de préparer des choses, de prépositionner des charges, hein, au sens charge explosive, mais dans un monde numérique, ça, c'est particulièrement inquiétant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça le paradoxe, et ce qui est très frustrant pour nous, c'est ce que vous disiez, c'est que beaucoup de ces attaques pourraient être évitées. Et pour les éviter, c'est des mesures parfois assez simples de prévention, c'est la mise en place de systèmes de détection avec cette volonté vraiment de chercher à détecter les ennuis et pas à les éviter. Le fait de ne pas savoir, ça n'a jamais évité le risque, hein, c'est tout l'inverse. Et puis se préparer au fait que, de toute manière, on ne fait pas des systèmes parfaitement sûrs. On ne fait plus de systèmes parfaitement sûrs, je ne sais pas si on a déjà fait dans le passé. Ce qu'il faut, c'est mettre la barrière au bon niveau en fonction d'une analyse de risque. Moi, je renvoie très souvent les gens avec qui je parle à leur responsabilité, à leur propre analyse de risque. Et ça, c'est le métier qui peut le faire. C'est pas nous. Nous, on a des compétences en cybersécurité, mais ce qui est important, c'est de bien adapter tout ça au métier de chacun, au risque acceptable ou pas pour chacun, de bien s'y préparer. Et donc, par là même, hein, d'admettre qu'il y a un risque résiduel et qu'il peut y avoir des attaques et se préparer au pire. Et le pire, et des fois c'est extrêmement violent, mais on peut tout à fait y survivre, heureusement d'ailleurs. Hein, et on a plein d'exemples positifs. Je ne connais pas de victimes qu'on ait aidées qui sont restées au bord de la route, bien heureusement. Et il y a même certaines victimes proches de moi aujourd'hui, qui ont réagi extrêmement vite, malgré la sévérité des dégâts causés. Donc ça rend optimiste. Par contre, s'y préparer, c'est positif. Le fait d'avoir des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité, le fait de se préparer même à la communication de crise, en termes cyber, on voit aujourd'hui certaines victimes qui ont un impact direct lié à l'attaque qu'elles subissent et qui sont totalement en suraccident parce qu'elles ne se sont pas préparées à ce genre de choses. Les gens qui communiquent ne connaissent pas le domaine, n'ont pas été formés, n'ont pas été sensibilisés. Et si on ne s'est pas préparé, on dit des bêtises dans ce genre de situation. Et donc là, c'est le suraccident, et ça peut être bien plus grave que l'attaque elle-même, parce que ce qui est en jeu, c'est très souvent des questions de réputation, des questions de confiance. Et quand on se fait attaquer, déjà, on donne une image de faiblesse, peut-être, mais surtout, si on communique mal, eh bien, on peut ruiner complètement la confiance de ses clients, de ses partenaires. Et donc, vraiment s'y préparer. Et là encore, ça nous ramène à des questions de gouvernance, à des hauts niveaux. C'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, c'est encore un domaine qui est lacunaire. Tu peux faire le cas pratique, Claude Mouvin. Mauvin. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, qui peut-être en articulant autour de 4 thèmes principaux qui ont été abordés par les 2 orateurs précédents. Le premier, celui de la prévention. Le second, c'est celui de la protection. Le troisième, celui de la réaction. Et le dernier, celui de la résilience, peut-être le plus important de tous. Au niveau de la prévention, je crois que face à cette menace multiforme, complexe, avec des plans qui nous échappent, c'est pas forcément, encore une fois, un voleur à la tire qui intervient, mais c'est quelqu'un qui a un plan délibéré dans lequel les premiers éléments peuvent être complètement furtifs. La communication entre les pouvoirs publics, entre les entreprises entre elles, la coopération entre les gouvernements, etc., est clé. Parce que plus vite on aura identifié une menace et plus facilement on aura pu élaborer un plan de protection. Le deuxième sujet, c'est la protection. Et la protection, encore une fois, c'est de la responsabilité des entreprises. Quand on fait une cartographie de risques, et vous savez que régulièrement les risques d'une entreprise sont examinés par les conseils d'administration, les comités d'audit, etc., du devoir des entreprises de mettre en place les protections les plus efficaces, sachant, comme il le vient de dire Guillaume, qu'il n'y a pas de protection absolue, surtout vis-à-vis d'une espèce d'une menace polymorphe et évolutive. Alors, cela dit, cette protection,
elle a encore évolué d'une manière incroyable, notamment grâce à l'intelligence artificielle, les pare-feux de nouvelle génération, des robots qui permettent encore de faire exploser les charges avant qu'elles n'arrivent, hein, le fameux sandboxing, etc. Le monitoring des comportements suspects à distance, etc. Donc on est dans un autre monde, mais pas un monde qui va pour autant vous assurer une garantie de dormir sur ses deux oreilles ad vitam aeternam. Ensuite, quand la menace est avérée, c'est la réaction. Comme vous l'avez signalé, nous avons dû malheureusement faire un exercice en vraie grandeur au mois de juin de l'année passée, qui nous a coûté cher. Nous avons joué la transparence absolue vis-à-vis de nos clients d'abord, vis-à-vis des marchés, qui ne nous ont pas sanctionnés, encore une fois, parce qu'on leur a dit clairement ce qui arrivait, le temps que nous mettrions pour nous remettre en marche. Nous avons été capables, avec l'appui de l'ANSSI d'ailleurs, que je voudrais remercier encore une fois, de redémarrer dans un temps rapide. Nous avons pu publier, par exemple, nos comptes du premier semestre, alors que l'attaque a eu lieu en fin du mois de juin, audités, certifiés par les commissaires aux comptes en bonne date, ce qui a rassuré tout le monde. Mais ça a supposé une formidable mobilisation de toutes les fonctions de Saint-Gobain, partout. Et cela, ça signifie probablement encore, on aurait encore pu être plus efficace, et nous le saurions si jamais ça devait se reproduire, en ayant des plans de crise, de communication de crise, etc., encore plus rodés. L'une des conséquences de tout cela, ça a été, pour moi, la définition d'un plan de cyberdéfense qui a pris plusieurs mois pour justement non seulement s'assurer avec des audits externes, etc., que tout ça était à la pointe de la technologie, mais que nos propres organisations étaient capables de réagir de manière très efficace. Et ça m'amène au dernier point, qui est pour moi peut-être le plus important, c'est la résilience. Car là, on peut à la limite adresser les problèmes qui viennent qui sont internes à la société, mais qui nous dit que demain, dans ce monde de plus en plus dangereux, un fournisseur clé, fournisseur d'électricité, de communication ou autre, ne pourrait pas être attaqué, ne pourrait pas mettre en péril justement la continuité de nos opérations. Donc nous devons réapprendre aussi à fonctionner en mode dégradé quand c'est nécessaire. Nous devons nous habituer à faire ce que nous faisons pour un risque incendie ou autre, c'est-à-dire des exercices à blanc de récupération de données, de fonctionnement en mode dégradé, etc. Car nous savons que ce monde, encore je me répète, dans lequel nous voulons être de plus en plus ouverts, parce que c'est une nécessité dans cette transformation numérique, sera un monde de plus en plus dangereux. Donc ce risque existe, ne faisons pas l'autruche, essayons de prévenir la menace le plus en amont possible, d'avoir les outils les plus adaptés, et ça coûte beaucoup d'argent, mais il y a aussi toute une partie interne de formation, d'éducation. Par exemple, chez Saint-Gobain, nous avons des modules qui sont obligatoires, notamment sur les fonctions. On doit faire des modules de formation à la compliance en matière de concurrence, en matière d'embargo, en matière de corruption. Et bien maintenant, il y a un module obligatoire en termes de cybersécurité. Et on vérifie que la leçon a été bien acquise en lançant, par exemple, des campagnes de faux phishing. Je peux vous assurer que le poisson est toujours là dans les filets quand on lance des campagnes de faux phishing. Et ça, c'est en permanence, parce qu'on a en permanence de nouveaux salariés, donc il faut les former, les habituer à ce risque. Il y a aussi un énorme problème comportemental. L'intelligence artificielle va nous aider, mais l'intelligence humaine restera le premier sujet. Oui. Réapprendre à vivre en mode dégradé, ça c'est intéressant, parce que ça peut peut-être aussi être élargi à nos modes de vie, on va dire, personnels, la protection de nos données personnelles. On en reparlera peut-être avec la fameuse RGPD qui va être mise en place au mois de mai. Mais vous vouliez rajouter quelque chose, Valérie ? Oui, en fait, je voulais faire une observation complémentaire pour dire qu'effectivement, l'humain est au centre de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, 80% des attaques sont produites arrive à la suite d'une erreur humaine ou d'une intention humaine. Donc déjà, si on forme, si on apprend, etc., on peut arriver à réduire les attaques. Mais l'autre sujet dont on parle assez peu, un bon moyen aussi de limiter et de réduire les attaques, c'est de trouver l'attaquant. Or, on a créé donc ce nouveau risque qu'on appelait maintenant risque émergent. Pour moi, il n'est plus risque émergent, c'est un risque avéré qui s'appelle le cyber-risque, mais on a aussi une nouvelle forme de délinquance. Et ça, on en parle assez peu. Et le sujet, c'est que ces délinquants, on a beaucoup de mal à les trouver parce que ils sont planqués derrière leurs ordinateurs, derrière leurs machines. Ils seraient incapables d'aller voler un carambar dans un supermarché.
Ils sont même pas forcément conscients de ce qu'ils font totalement. Et pour vous donner un chiffre dont je ne sais pas s'il est encore exact aujourd'hui, en tous les cas, il l'était il y a quelques jours, 80% des dossiers dont a été saisi la BEFTI cette année sont des dossiers de ransomware, et ils ont réussi à identifier un seul délinquant. Donc pourquoi je vous dis ça? En fait, quand je vous disais tout à l'heure, c'est un problème de société, c'est un problème de collaboration, et il faut qu'on apprenne à vivre autrement et à partager. Quand une entreprise est victime d'une attaque cyber, il faut impérativement qu'elle aille dénoncer aux services de police, parce qu'eux-mêmes sont extrêmement équipés, sont aidés par l'intelligence artificielle, sont aidés aussi par une forte collaboration internationale, parce qu'il faut arriver à mettre la main sur ces délinquants. Quand un voleur est en prison, il arrête de voler. Mais tant qu'on n'a pas trouvé le délinquant, il va continuer de C'est une question toute bête, pardon, mais les entreprises ne le font pas? Les entreprises ne le font pas. Vous l'avez fait. Ouais. Oui, mais vous l'avez fait et c'est formidable. Mais je sais que nous, on a une grande réticence de ceux que nous conseillons lorsqu'ils sont victimes d'une attaque, pour leur dire allez-y. En fait, la réticence essentielle, c'est qu'ils ont peur qu'on en parle et qu'on la prenne, etc. Mais il faut avoir confiance dans les services de police. Il faut vraiment, parce que c'est un maillage qui se crée. En plus, je pense qu'on est en France une organisation extraordinaire entre la BEFTI et la gendarmerie. Ils sont d'une efficacité redoutable, et donc il faut les aider. Et franchement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une nouvelle forme de collaboration sociale, et il faut vraiment qu'on le fasse, parce qu'un des meilleurs moyens de prévenir, c'est aussi d'éviter qu'il recommence. On évoquait la question de la nécessaire gouvernance. Bon, ça va être des termes peut-être un peu barbares, Guillaume Boupard, mais il y a eu la traduction cette semaine, je crois, par le Sénat et l'Assemblée nationale d'une directive européenne, la directive Nice, qui permet quand même de protéger en France, donc là c'est une gouvernance opérée par l'État, de protéger en France les opérateurs dits sensibles, opérateurs dits essentiels. Là, on met un premier pare-feu quand même législatif. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais ça me plaît que vous parliez de protection. Parce que de fait, on s'est posé la question, 2011, 2012, comment faire pour être plus efficace à une époque où notre principal pouvoir était de donner des conseils. Et donner des conseils, ce n'est pas suffisant. Par moment, il faut forcer la relation, il faut aller vers les victimes potentielles, et quelque part, il faut leur imposer la sécurité. Alors quand on disait ça à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Ça s'est traduit dans les faits par une loi en décembre 2013 qui, pour le noyau dur finalement des opérateurs les plus critiques, qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, pour ce noyau dur, on a dit, dorénavant, cette liste qui préexistait, il y en a à peu près 200 et quelques, des opérateurs d'importance vitale, la liste est secrète, donc ceux qui le sont le savent, ceux qui disent que c'est qu'un opérateur d'importance vitale, c'est qu'ils ne le sont pas, probablement. Eh bien, pour eux, on impose des règles de sécurité, on impose des contrôles, on impose la notification d'incidents. Quand ils sont attaqués, ils doivent nous le dire. Et même en cas de crise majeure, on prévoit la possibilité de leur donner des consignes extrêmement strictes au nom du Premier ministre pour limiter l'effet systémique des attaques cyber. Donc ça, c'était révolutionnaire à l'époque. La France a été le premier pays au monde à prendre cette voie réglementaire. Bon, parce qu'on aime bien la réglementation en France. C'est plus facile en France qu'ailleurs, peut-être, de faire ça. Mais surtout, ça nous a permis de créer le contact avec les entreprises ou les administrations les plus critiques. Par moments, ça a été rugueux au départ, mais on a pu s'expliquer, et ce dialogue, il a été extrêmement positif, à tel point d'ailleurs que les règles de sécurité qui sont prévues par la loi et qui ont été publiées depuis ont été coécrites avec les opérateurs eux-mêmes. Parce que notre but, c'est pas de faire de la réglementation, notre but, c'est bien d'être efficace. Et on a continué à creuser dans cette voie-là, notamment en cherchant à éliminer un des défauts majeurs de ce système, c'est que la loi française s'applique en France, mais que la plupart de ces opérateurs sont multinationaux, et au minimum européens. Et donc à chaque fois, ils nous disaient, bon d'accord, on a bien compris, on va faire ça en France, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays d'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une Europe à plusieurs vitesses dans le domaine cyber? C'est un message qu'on a porté au niveau de la Commission européenne, qui commençait à s'intéresser de très près à ce sujet-là, et qui en a fait cette directive Nice, directive sur la sécurité des réseaux, qui prévoit plusieurs choses, notamment le fait que l'ensemble des États membres doivent se préoccuper de cybersécurité. Vous seriez surpris de voir l'état de certains pays qui ont
complètement occulté la question jusqu'à maintenant, par manque de moyens, par manque d'industrie également sur laquelle s'appuyer de manière forte, ou par manque de volonté, tout simplement, volonté politique, ce qui n'est pas le cas de la France, heureusement. Et donc cette directive, elle généralise à l'Europe ce que l'on a fait en France, et on la reprend aujourd'hui. Je suis un peu long parce que c'est technique et c'est important de bien le comprendre. On le reprend aujourd'hui en profitant de la transposition de cette directive européenne. C'est en effet passé au Sénat fin décembre, à l'Assemblée le 31 janvier. Ça a été voté dans des conditions très, très favorables par les deux chambres, qui comprennent bien ces enjeux-là, heureusement. Et en ce moment, on est en train de voir comment utiliser cette transposition pour aller au-delà des opérateurs d'importance vitale. Et dans le cadre de ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels, c'est très technocratique, je suis navré, voir comment est-ce qu'on peut continuer à tendre la main de manière un peu forcée, parfois, au moins au début, pour vraiment aller convaincre, au-delà des bons conseils que l'on peut donner, aller vraiment convaincre ces opérateurs, au sens large, ces entreprises, de faire de la cybersécurité en appliquant les règles que l'on a rappelées au début. C'est de la prévention, c'est de la détection, c'est de la sensibilisation, c'est de la gouvernance, c'est de la résilience. Il n'y a pas 36 manières de faire de la cybersécurité. Et donc on va continuer à creuser dans cette voie réglementaire, non pas pour aller accabler ces victimes potentielles, mais bien pour les aider de la manière la plus préventive possible. Sauf qu'on ne sait pas, je ne veux pas remettre en cause effectivement l'aspect législatif, mais on ne peut pas se limiter aux seules frontières de la France, de l'Europe, puisque tout est mondialisé. Enfin, le cyber et Internet en général impliquent que l'enjeu est mondial. Et quand on parlait de travailler collectivement, ça veut dire qu'il faut qu'à l'échelle mondiale, tout le monde soit d'accord. Je parlais de gouvernance, on va aller une échelle au-dessus. C'est peut-être quasiment un enjeu géopolitique aujourd'hui que de s'assurer de cybersécurité, non ? Valérie, Guillaume ? Oui, je peux. C'est une question qu'on nous a souvent posée, genre, mais pourquoi vous faites des lois en France ? Il n'y a qu'à faire des lois en Europe, voire au niveau mondial. Alors, la loi mondiale, on peut s'interroger, mais même s'il y a des choses à faire, notre politique, elle est bien de commencer chez nous et ensuite d'élargir en mode tâche d'huile. Et c'est là où le périmètre européen fait complètement sens, évidemment, puisque notre droit est avant tout européen aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter là, c'est une évidence. Il y a des questions qui dépassent complètement ces questions de pure cybersécurité qui se posent aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est celle d'un droit international du numérique, avec des questions très élémentaires qui se posent. Est-ce que ce qu'il est convenu d'appeler le cyberespace, ce nouveau milieu, est-ce que c'est un milieu qui n'a pas de loi ? Ou bien est-ce qu'au contraire, les lois patiemment construites, les règles internationales doivent s'appliquer ou pas dans ce cyberespace, quitte à être adapté à la marge ? On a des débats extrêmement compliqués, pour être très franc, déjà parfois avec nos alliés et encore plus avec ceux qui ne sont pas nos alliés, avec des conceptions du numérique qui sont différentes, avec des conceptions, mais dans certains pays, je ne citerai personne, mais tout le monde suivra ma pensée, nous on parle de sécurité des systèmes d'information. Dans certains pays, on glisse facilement de la sécurité des systèmes d'information à la sécurité de l'information, puis au contrôle de l'information. Donc on est sur des sujets qui sont extrêmement complexes, qui nous sortent complètement de nos sujets techniques d'ailleurs. Et pourtant, je suis persuadé que demain, on aura un intérêt commun, tous, collectivement, à reposer ce droit international sur ces questions numériques, parce qu'autrement, j'ai déjà utilisé plusieurs fois l'expression, mais on va vivre dans une sorte de Far West, où il n'y aura pas de règles, où chacun pourra tirer sur n'importe qui, où tout ça se fera dans la plus totale impunité, où il y aura l'ambition de gagner du terrain ou d'occuper, indépendamment de toute loi, occuper ce cyberespace plus vite que les autres. Mais au final, je ne vois pas comment tout ça peut générer quelque chose de bon. Donc si on veut préserver notre économie mondiale, la paix, la stabilité au niveau international, la question du droit du numérique va se poser avec énormément de force. La situation actuelle est très négative, puisqu'on est probablement au pire moment. On avait des discussions jusque-là, notamment dans le cadre de l'ONU, discussions qui se passaient pas si mal. On arrivait quand même à cranter des choses. Tout s'est effondré à l'été dernier, avec vraiment une rupture entre les différents grands blocs. Aujourd'hui, on part quasiment de zéro sur ces questions de droit international. Juste une remarque de détail qui est évidente pour tout le monde, mais bien évidemment, la menace ne s'arrête pas avec les frontières. Donc, quand on est un groupe qui est implanté dans tous les continents, presque 70 pays comme le nôtre, le maillon le plus faible de l'ensemble risque de contaminer tout le reste. Donc, il est bon d'appliquer les mêmes règles aussi rigoureuses à tout l'ensemble, indépendamment des frontières. Et donc, tant mieux si le droit des pays nous le permet et éventuellement accélère la protection. Parce que là aussi, il
il y a aussi, c'est un peu comme les vaccins, si vous voulez, plus il y a de gens qui sont protégés, et moins il y a de chances que le virus ou quel qu'il soit, sous toutes ses formes, se propage. Valérie ? Sur le sujet, en fait, juste 2 observations. La première, c'est que, voilà, en réalité, on a pris pour l'instant, nous, un sujet qui est que le consommateur français, la donnée française est probablement la donnée la plus protégée dans le monde, ne serait-ce que par notre environnement législatif, mais que ça ne suffit pas et que pour l'instant, ce que vient de dire Guillaume Poupard, on est très, très, très en retard au niveau mondial. Bon, je suis contente de voir que quand même le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est saisi du sujet et que le 20 janvier 2017, si ma mémoire est bonne, donc notre Mounir Majoubi a créé un groupe de travail sur le sujet et que la France se préoccupe justement de ce sujet. Maintenant, le problème, c'est qu'on est en train d'escalader la face nord de l'ère numérique et que ça va aller très 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 vite puisque en fait tous les jours on nourrit. Plus on consomme de numérique, plus on donne de la donnée, plus on nourrit les algorithmes et plus on permet justement aux cyber-attaquants, aux hackers, etc., d'avoir de la matière, hein, puisque tous les jours on nourrit la matière de façon exponentielle et de plus en plus rapide. Et le sujet, c'est que nous, en Europe, nous n'avons pas aussi, je ne sais pas comment on peut dire, enfin, on ne fait pas partie des GAFA, on n'a pas notre Microsoft, on n'en a pas en Europe, donc c'est très très déséquilibré aussi, hein, la relation entre l'Europe, les États-Unis et la Chine. Mais sans parler forcément des éventuels hackers, vous citiez les GAFA ou autres BATX, hein, leur pendant chinois, asiatique. Ça n'est pas effrayant de voir que l'ensemble de nos données, puisque vous dites qu'on les nourrit jour après jour, sont entre les mains de une quinzaine de personnes dans le monde peut-être ? Moi, à titre personnel, si, ça m'effraie, mais je dois dire que, en tout cas, je n'ai pas de solution. Et je pense que c'est ce dont vous parlez, Guillaume Poupard. Hein. Pour l'instant, vous avez travaillé, l'ANSSI a travaillé sur le sujet, mais voilà, les négociations n'ont pas abouti. Donc, si, c'est effrayant. Si, parce qu'ils ont un pouvoir, un énorme pouvoir que pour l'instant on ne combat pas, mais qu'on nourrit. Et leurs intentions, surtout, quelles sont-elles ? Parce que vous disiez effectivement en début de table ronde, voilà, on est peut-être sur la transition d'une intelligence faible à une intelligence forte, artificielle hein, en l'occurrence. Voilà, quelle est leur intention ? Est-ce que leur intention est d'aller plus loin ? On considère souvent que ce sont des transhumanistes, que leurs rêves sont d'aller beaucoup plus loin en termes de robotisation de l'humain. Oui, leurs intentions, elles sont exprimées, ils le disent et ils partagent leurs travaux. Microsoft, Google, ils partagent leurs travaux. Entre eux, pas avec tout le monde. Oui, ouais. entre eux. Depuis, je crois, enfin le dernier qui s'y est mis, c'est en janvier dernier. Je ne sais plus si c'est Microsoft ou Google, lequel, ou Apple. Je crois que c'est Apple qui a dit qu'ils partagent leurs travaux. Donc oui, on est en face. C'est un pouvoir. Ils ont un pouvoir gigantesque. Guillaume, sur cette question d'une dizaine de personnes qui finalement possèdent l'ensemble de nos données. Oui. Ici, dans cette salle, si vous avez un smartphone, a priori, tout le monde en a un. Une anecdote. Je me souviens d'avoir parlé avec un des responsables d'une de ces grandes entreprises numériques, sur le ton habituel, notamment des administrations européennes, pour dire attention, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est dangereux, c'est quoi vos intentions ? Et bon, probablement rodé à l'exercice, il m'a dit écoutez, je vous arrête tout de suite, fixez des règles et on les suivra. Tant que l'État protecteur ne fixe pas de règles, tant que l'Europe ne fixe pas de règles, il ne faut pas demander à ces entreprises qui sont des startups qui ont réussi particulièrement bien, de fixer elles-mêmes des règles qui vont freiner leur développement économique. Donc c'est à nous de fixer les règles. C'est ce que fait l'Europe, notamment avec la réglementation sur les données personnelles, qui est quelque chose qui va très très loin. Certains estiment même trop loin. Mais de fait, on revient dans une situation normale où les États protecteurs de leurs citoyens, imposent des règles pour justement que tout ça n'aille pas trop loin. Et on revient dans une forme de normalité. Après, la question sur le long terme de qu'est-ce que vont devenir ces géants du numérique, quelles sont leurs intentions. Aujourd'hui, c'est facile, c'est nous vendre de la pub. Alors, c'est parfois un peu pénible, mais enfin, j'arrive pas à trouver ça dramatique, même si c'est pénible. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire demain de ces données ? On sait très bien que c'est la richesse de demain. On sait qu'on a loupé le virage initial et on donne avec une facilité déconcertante cette richesse qui est de ces données. Il faut reprendre la main là-dessus, il faut refixer les règles. Il n'est certainement pas trop tard pour le faire, mais par contre, il ne faut surtout pas attendre.
je vais rebondir sur ce que vient de dire Guillaume avec la RGPD. Vous connaissez l'aphorisme, vous savez, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc, aujourd'hui, les gens ne sont pas complètement conscients de ce problème de données et du merchandising quelque part de leurs données personnelles. Mais ça viendra, je pense que de plus en plus les gens vont s'en rendre compte. Et quelque part, les contraintes qui vont peser sur les entreprises, et elles sont assez lourdes. Hein. Nous avons mis ça, bien sûr, en place à l'intérieur de Saint-Gobain pour pouvoir être parfaitement en ligne avec cette directive qui va être appliquée dès le mois de mai. Ces contraintes, à la fois d'ordre juridique, technique, puisqu'il va falloir assurer la protection des données de nos clients, de nos fournisseurs, etc., leur portabilité, des tas de choses. C'est aussi un magnifique argument marketing, car je crois que les entreprises qui seront capables de dire à leurs clients « venez chez nous parce que nous sommes 100% compliant avec cette réglementation, que nous protégeons vos données, que pour nous, votre anonymat, votre protection est importante », ce sera aussi un formidable argument. Et pour ça, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Il se trouve qu'il existe en Europe et en France, et c'est important. Je suis assez étonnée, je rebondis sur ce que vous disiez, Guillaume Poupard, assez étonnée on va dire, de la capacité des GAFA de se limiter si jamais on leur fixe un cadre réglementaire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont limiter la technologie, leurs intentions, les innovations, si on fixe un cadre ? Alors, c'est rare que je défende les GAFA, mais je dois bien leur reconnaître une qualité qui est de respecter les règles. Ils sont très légalistes, peut-être très américains de ce point de vue-là. Par contre, évidemment, ils vont faire... dans plein de domaines, notamment fiscal, c'est pas mon sujet, mais tout le monde le sait, on peut compter sur eux pour faire preuve de toute l'inventivité qu'il faut pour jouer avec les règles et passer là où c'est le plus favorable pour eux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc à nous de fixer des règles qui soient efficaces, une forme de contrainte. Mais je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'ils vont les respecter. Ça ne va pas les brider dans leur innovation. Hein. Ils tirent une bonne partie de l'innovation, à n'en pas douter, notamment l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est la thématique. Mais une fois encore... c'est à nous de leur fixer un cadre pour que tout ça ne dérive pas vers quelque chose dont personne n'a envie, finalement, même pas eux, finalement, qui est une sorte de monde où toutes nos structures, même démocratiques, pourraient aller jusqu'à s'effondrer. Je ne veux pas faire de la philosophie, l'anticipation à trop long terme, mais les scénarios catastrophes sont particulièrement inquiétants si on n'est pas capable, non pas de freiner. Freiner, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas de freiner l'innovation. L'idée, c'est de donner un cadre qui soit protecteur de nos concitoyens. Et là, justement, l'Europe a un rôle majeur, parce que peut-être qu'on a des valeurs plus ancrées autour de ça. Et à tel point, je rebondis sur ce que disait Claude, on voit aujourd'hui des entreprises, notamment américaines, qui se mettent à appliquer le RGPD, alors certes en Europe, parce qu'ils sont obligés, mais également aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde, parce qu'elles y voient également l'intérêt qu'il y a sur le long terme à... continuer à créer cette confiance avec leurs clients. S'ils veulent continuer à avoir les données de leurs clients, qui sera justement la richesse de demain, eh bien, il va falloir à un moment que cette confiance soit méritée. Il y a beaucoup de questions, on va y répondre, mais juste... Je voudrais peut-être donner un chiffre pour rebondir Valérie. sur ce que disait Claude tout à l'heure. Dans mes petits devoirs, j'ai travaillé pour essayer d'avoir une idée justement des chiffres et la valeur des données que vous laissez tous annuellement et gratuitement, c'est 1000 milliards de dollars. Quotidiennement. Donc, oui, de tout ce qu'on laisse quotidiennement, évalué annuellement et laissé gratuitement de toutes nos données, c'est 1000 milliards de dollars. Que monétisent ceux qui les possèdent. Ben voilà. Des questions. J'avais juste une question effectivement autour de ce qu'évoquait Guillaume. Il y a une question qui apparaît d'ailleurs. Les GAFA ont signé une charte éthique sur l'IA et son utilisation. Est-ce qu'on en parle ? Oui, alors les chartes éthiques, c'est quand même le bas niveau de la norme. Mais c'est un bon début, c'est un très bon début. Non, la question, dès qu'on veut réglementer, elle est de faire de la norme intelligente. Et de la norme qui soit pérenne. Les textes qui sont valables pendant 6 mois, ça n'a aucun sens probablement. Donc c'est plus des grands principes qui doivent être à la fois suffisamment génériques et encadrant pour orienter les choses. Donc moi c'est pas mon métier, mais c'est tout le travail justement de nos juristes de trouver ce genre d'équilibre. La charte, oui, il faut commencer par là, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il y a une question aussi, pour limiter le risque, faudrait-il tout recoder, c'est-à-dire tout remettre à plat ? Je ne suis pas certain que le terme tout recoder soit le plus adéquat. En tout cas, il faut en tout cas, ça fait partie de la prévention,
dans l'analyse de vulnérabilité de nos systèmes, voir les couches applicatives, les operating systems, etc., qui sont les plus vulnérables. Je ne vais pas parler en positif et en négatif d'aucun fournisseur, et probablement s'éloigner le plus possible des couches et des systèmes d'opération qui sont les plus vulnérables, c'est certain. Ça revient quelque part à recoder, si vous voulez. Ça peut être utiliser des choses, des logiciels qui soient plus rustiques, plus performants, plus résistants. Autre question, peut-être Valérie, vous vouliez dire quelque chose? Oui, il y a une question qui est comment voyez-vous l'évolution de l'assurance cyber? Et en fait, on a travaillé sur le sujet avec l'ANSSI, merci infiniment, avec un certain nombre de personnes qui sont dans la salle et que je vois, donc Séverine de l'ANSSI, Philippe Cotel qui est là, je crois que Christophe Delcan doit être là puisqu'il pose une question, parce que dans notre quotidien, enfin moi dans mon quotidien, je me suis aperçue quand je demandais à un client s'il était assuré, il me disait oh bah oui, et puis il me montrait une police d'assurance qui ne couvrait pas le risque cyber. Donc au-delà du fait que être assuré pour le risque cyber, ça vous prémunit puisque ça vous permet d'être indemnisé de certaines des conséquences de ce risque, mais surtout ça oblige à réfléchir en fait en amont au risque, à faire un audit, à prévenir. Donc là, je dirais que c'est un outil formidable pour vous aider à imaginer ce qui peut vous arriver, parce qu'en fait chaque risque est propre à chaque entreprise. Personne ne vend la même chose, personne n'a la même forme d'organisation, personne n'a le même personnel, personne n'a donc le même risque et personne n'est organisé de la même façon. Et il y a les PME, les ETI, les Saint-Gobain et autres qui ne fonctionnent pas de façon égale. Donc le risque n'est pas le même. Il faut l'identifier avant tout pour pouvoir l'assurer. Et donc c'est aussi, je pense, de mon point de vue, mais une nouvelle relation aussi avec l'assurance, une nouvelle façon de travailler. Et puis c'est un formidable moyen de prévention. Et malheureusement, trop peu d'entreprises sont assurées. Donc nous, disons, dans notre quotidien, on pense systématiquement à le dire à chacun de nos clients. On leur a fait des guides, assurez-vous. Mais c'est vraiment un message à faire passer parce que le fait de s'assurer permet de réfléchir et de réfléchir aussi de façon transverse avec toutes les personnes concernées dans l'entreprise. Et du coup, on peut essayer d'identifier par où ça peut venir, par où, qu'est-ce qu'on peut, et d'abord aussi de dire, mais quel est mon trésor de guerre que je ne veux pas que quelqu'un connaisse, ou quelle est la donnée que je ne veux pas qu'on me vole, quelle est la donnée que je ne veux pas qu'on donne à quelqu'un d'autre, et pourquoi je ne veux pas qu'on interrompe mon système d'information, et pourquoi je ne veux pas qu'on rentre chez moi, mais par où pourrait-on rentrer? Donc c'est un moyen aussi formidable, parce que moi j'aime bien voir les choses de façon positive, de se réunir, de réfléchir, de trouver une solution qui passe notamment par l'assurance. Encore une fois, c'est la question du collectif que vous évoquez. Oui, c'est la question du collectif, oui. Qu'elle soit dans l'entreprise ou au sein de la société, finalement, c'est une démarche qui doit être collective aujourd'hui. Oui, et puis réfléchir à ça, c'est aussi protecteur du dirigeant, parce que voilà, on a une nouvelle responsabilité aussi, responsabilité du dirigeant de l'entreprise, parce que s'il n'a pas pris les précautions pour se prémunir contre ce risque, c'est sa responsabilité qu'on va venir chercher. Donc oui, c'est aussi très protecteur des dirigeants dont nous avons besoin. Il y a une question sur les PME semblent très en retard sur la prise en compte du risque cyber. Comment pensez-vous que l'on puisse les engager dans cette démarche? Il semblerait, j'ai plus un chiffre, moi je crois que 80% des patrons de PME ne savent pas qu'on va mettre en place la RGDP au mois de mai. Non, c'est un sujet majeur. C'est vrai que comme on ne va pas tout faire en même temps, on a tendance toujours à attaquer par les structures les plus critiques, qui sont également de grosses structures. Mais il faut bien comprendre que travailler avec un opérateur d'importance vitale, par exemple, c'est favorable au sens où c'est structuré, il y a une gouvernance, il y a une DSI, le numérique est normalement bien identifié, bien traité, il y a des moyens, quoi qu'on en dise, enfin bon, il y a moyen de faire des choses. Le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. Les victimes, c'est essentiellement des PME aujourd'hui quand on regarde en nombre. Et on ne peut pas demander à un patron de PME, alors si, il va bien être obligé d'appliquer des réglementations comme RGPD, mais on ne peut pas lui demander de devenir un expert en cybersécurité ou d'embaucher un expert en cybersécurité, ça n'a pas de sens. Donc pour les PME, la situation est quand même assez différente. D'un côté, il faut les sensibiliser, il faut qu'elles évitent de faciliter le travail des attaquants en faisant des erreurs grossières, très probablement, mais de l'autre, il faut que les outils, les moyens numériques par lesquels
elles passent, qu'elles emploient, soient eux-mêmes nativement sécurisés. On ne peut pas demander aux PME de rajouter par elles-mêmes la sécurité. Et donc, on a un gros travail encore à faire autour de ça, de faire émerger toute une offre qui soit sécurisée de base. Alors, peut-être qu'il y aura un petit surcoût, j'en sais rien, mais fondamentalement, c'est ça l'idée. Et là, des sujets aussi complexes que le cloud que j'ai vu apparaître. Le cloud, évidemment, c'est de l'évolution technologique, et la question n'est plus de savoir s'il faut aller vers le cloud ou pas. Enfin, ce serait comme se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à utiliser l'électricité ou revenir à la chandelle? C'est ce que Valérie disait au début. C'est le sens de l'histoire, de toute manière. Enfin, la question n'est pas d'interdire le cloud ou de déconseiller d'y aller. La question est d'y aller dans de bonnes conditions. Donc pour les structures qui peuvent maîtriser leur IT, ça pose certaines questions. Et il doit y avoir certaines limites, notamment de ne pas tout mettre dans le cloud, en tout cas pas n'importe comment. Mais pour les petits, c'est pour moi la solution même en termes de sécurité. Je pense que la vocation pour toutes les petites structures, sauf cas exceptionnel, c'est vraiment d'externaliser toutes ces questions numériques, tous ces outils numériques le plus possible. Et à ce moment-là, se pose la question de la confiance que l'on peut avoir dans ces outils numériques. Et là, nous, on a une réponse assez tranchée autour de ça. La confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Et pour mériter la confiance, il faut qu'il y ait une sorte d'évaluation par un tiers externe. On ne fait pas confiance, on ne peut pas faire confiance uniquement sur la bonne tête de tel ou tel vendeur de solutions. Il faut à un moment qu'il y ait un tiers qui soit capable de vérifier. C'est une démarche que l'on pousse actuellement à l'échelle européenne, là encore, parce que c'est cette échelle qui, d'après nous, a un sens en termes économiques. On ne peut plus faire abstraction des questions économiques. Donc, porter ça à l'échelle européenne. On a besoin de tout un schéma de certification qui permette aussi bien pour de la certification très, très agile, très simple, très rapide, peu coûteuse, de donner un premier niveau de confiance. On n'a pas parlé d'objets connectés encore, de choses comme ça, mais il faudra bien demain qu'on assure un certain niveau de confiance, une sorte de label CE pour ces objets connectés qui parfois coûtent pas très cher, mais enfin, s'ils dysfonctionnent, s'ils sont attaqués, peuvent avoir des conséquences très graves. Et puis, avoir toute une gradation de niveaux de certification jusqu'à des niveaux très élevés. Alors, il y a des questions de sécurité gouvernementale, tout ça, je passe là-dessus, c'est des cas un peu particuliers qu'on va continuer à traiter au niveau national. Mais votre véhicule autonome de demain, vous vous contenterez pas d'une évaluation qui a été faite en 10 minutes par quelqu'un qui a trouvé qu'elle avait une bonne tête, la voiture. Il va falloir reprendre tous les mécanismes de test, de garantie sur le fait que tout ça ne va pas dysfonctionner, parce que ces voitures, on va monter dedans, mine de rien. Donc on a besoin de tout ça, et on a besoin, et c'est extrêmement compliqué évidemment, et on a également besoin d'être capable de traiter non seulement les objets individuels, mais également les grands systèmes, pour ouvrir des questions plus que pour les fermer. Je m'interroge beaucoup sur la cybersécurité des villes de demain, ces fameuses smart cities, où tout ça va être très intelligent, plein d'intelligence artificielle, plein de données brassées, dans des systèmes qui sont quasiment auto-organisants, vu avec l'œil de l'informaticien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand chef d'orchestre qui dirige tout, ça n'a plus de sens. Et donc, qui c'est qui va faire de la sécurité là-dedans? Qui va garantir à nos concitoyens que cette ville, elle n'est pas dangereuse pour eux? C'est des questions qui sont totalement ouvertes et qui vont passer par de la certification à l'échelle européenne. Oui, moi je voudrais rebondir sur 3 points très différents, très disparates, qui ont été évoqués. Le premier, celui des assurances, pour juste dire que certes c'est important, et Saint-Gobain est assuré, mais il y a une espèce de vase communicant, c'est-à-dire que en phase d'assurance, il y a prime d'assurance, et si on ne veut pas payer des montants exorbitants, il faut avoir un plan de protection audité, etc., qui va de pair. Le deuxième sujet, c'est celui du cloud, notamment. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé des 4 axes principaux de la cyberdéfense, il y avait un volet qui était la protection, un volet qui était la résilience. Dans le volet de résilience, il y a aussi, je dirais, une hiérarchisation, encore une fois, du risque dans l'entreprise. Vous pouvez avoir des entités qui, à la limite, sont moins vitales que d'autres. Parce que, à la limite, l'argent que vous pouvez mettre dans la cyberdéfense, il est infini. Donc il faut savoir s'arrêter, il faut savoir fixer des règles. Et probablement, dans cette hiérarchisation, il y a des sujets qui doivent être plus sanctuarisés que d'autres. Je ne sais pas, peut-être que le traitement de la trésorerie d'entreprise doit avoir un système de backup où on ne se contente pas du cloud, où il doit y avoir aussi des sauvegardes physiques, etc. etc. Donc, et puis le troisième point, Guillaume parlait de la ville de demain, moi je parlais aussi de la maison de demain, dans la ville de demain. On est tous en train de travailler à des objets connectés, les fameux IoT, etc. Que sera la cybersécurité de ces objets? Aujourd'hui, c'est encore balbutiant,
mais ça va progresser très vite. Donc là aussi, il va falloir mettre sur pied des dispositifs de cyberprotection, parce que la maison de demain, elle sera inévitablement connectée, dans une ville connectée, dans un monde connecté. Donc, préparons-nous. C'était effectivement l'objet de ma question, de l'individu à la maison, à la ville, aux entreprises et aux États. Finalement, ce que vous disiez, Guillaume, la question reste ouverte. On revient peut-être à la thématique du jour, c'est-à-dire comment rester à la barre, comment l'homme peut-il garder la main sur tout ça, via effectivement de la prévention, tout ce dont on a parlé, mais peut-être aussi l'idée qu'il faut se fixer un cadre dans chaque élément, qu'il soit du plus petit, donc de l'individu, jusqu'à l'État, qui serait peut-être le même cadre, finalement. Parmi mes slogans, il y a le fait que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, il est hors de question de se dire qui doit faire la sécurité. Est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est chaque citoyen qui est responsable? C'est l'ensemble qui est responsable, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un peu comme les débats qu'on a à l'échelle européenne. Est-ce qu'il faut une souveraineté nationale dans le domaine de la cybersécurité, ou bien une souveraineté ou une autonomie stratégique au niveau européen? Non, il faut les deux. Les deux ne s'opposent pas, les deux se complètent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça passe également par la formation, ça a été dit, par la sensibilisation. Aujourd'hui, on forme quand même des handicapés numériques encore. Il n'y a pas eu cette révolution dans les aux différents niveaux, mais peut-être même dès l'école élémentaire. On forme mal au numérique et on forme encore plus mal à la sécurité numérique. C'est par là qu'il faut reprendre les choses dans le bon ordre. La formation professionnelle dans les domaines numériques, de sécurité numérique, est inexistante ou quasiment inexistante aujourd'hui. Donc tout ça, c'est à reprendre. Je ne suis pas inquiet, on va le faire. On va le faire. Il y a les bons prémices. Il faut probablement que ça aille au bon rythme aussi. Mais enfin, ça commence quand même à devenir urgent. C'est un sujet dont on parle beaucoup avec Mounir Majoubi, notamment, qui prend ces sujets à bras-le-corps, et je pense que c'est extrêmement positif. Mais il faut bien voir qu'il y a un travail colossal à faire, et qui est probablement un petit peu dérangeant, parce que là encore, ça revient à une remarque que je faisais initialement. Pendant très longtemps, ces questions de cybersécurité ont été considérées comme des questions de spécialistes, d'experts, et incompréhensibles. Aujourd'hui, c'est déroutant, mais il faut bien admettre que c'est un sujet qui doit concerner chaque citoyen, chaque dirigeant, chaque responsable politique, enfin, ou étatique, chacun dans son rôle et au juste niveau. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Il reste très peu de temps et j'en suis désolée, on ne répondra pas à toutes vos questions. Pourquoi confronter intelligence artificielle et intelligence humaine alors qu'il serait possible, ce qu'on disait, d'utiliser l'intelligence artificielle pour la réalisation de tâches sans valeur ajoutée, et ainsi avoir de magnifiques opportunités? C'est l'ouverture positive, conserver effectivement la possibilité d'innover, d'utiliser le cerveau humain pour peut-être rêver aussi. Mais même alors de manière très, très focalisée sur la détection d'attaques informatiques, dans ce qu'on appelle un SOC, donc un système de supervision de sécurité, sur une entreprise classique, il remonte des millions d'événements par jour. Pas des millions d'attaques, faut pas être trop, mais des millions d'événements, des trucs qui sont pas classiques. C'est pas des humains qui vont traiter ça, et quand bien même on essaierait de leur faire, au bout de 6 mois ils démissionnent, parce que c'est pas une vie. Il faut concentrer évidemment l'intelligence humaine, l'expertise, ou cette capacité qui n'a probablement pas encore l'intelligence artificielle, sur des tâches particulières, et toute l'IA, qu'on appelle ça de l'IA ou pas d'ailleurs, est là pour préparer les choses et pour extraire les quelques cas intéressants. Et avec les experts, on va se concentrer sur les 10, 20 événements ou conjugaisons d'événements qui méritent vraiment ce niveau d'expertise. Voilà, il n'y a pas de, il faut surtout pas, je suis entièrement d'accord avec la remarque, il faut surtout pas opposer les deux, ça a aucun sens. Et bien encadré, bien utilisé, l'IA va évidemment être un facteur de développement positif. En avoir peur, c'est de l'obscurantisme. J'ai pas l'impression d'ailleurs qu'on l'ait opposé depuis le début. On a dit qu'on avait besoin des deux, et que rien ne remplaçait l'humain. Puis au-delà du côté un peu marketeur, un peu accrocheur de l'intelligence artificielle, derrière il y a des choses assez claires et scientifiques. Il y a de l'algorithmique, il y a des mathématiques. Donc ce sont des outils. Mais en tout cas, on a vu aussi au cours du débat que cette intelligence artificielle, elle n'intervenait pas que dans la cyberdéfense, elle intervenait aussi dans la manière dont l'entreprise s'ouvrait au monde extérieur, et quelque part en dégageant
toutes les fonctions de l'entreprise. Ça ne concerne pas uniquement la production ou le marketing, c'est aussi des tâches administratives qui peuvent être robotisées, dans lesquelles on peut avoir de l'intelligence artificielle qui va aider justement à faire des tâches répétitives, un peu comme l'exemple du SOC que donnait Guillaume. On peut le multiplier. L'intelligence artificielle, par exemple, peut aider dans un service d'audit comptable à aller plus facilement détecter des comportements aberrants dans telle ou telle filiale. Nous avons d'ailleurs des POC en ce moment en développement chez Saint-Gobain dans ce domaine-là. Donc, quelque part, l'intelligence artificielle, ça augmente le potentiel humain d'une entreprise. Donc, on n'a pas à les opposer. Valérie, sur cette opposition qui n'en est pas une, finalement, entre IA et intelligence humaine. C'est ce que je disais en introduction. En fait, il ne faut pas qu'on s'oppose. Au contraire, il faut que l'intelligence humaine se serve de l'intelligence artificielle et participe à la création d'une meilleure intelligence artificielle. Et puis, il y avait une question là. Est-ce qu'il faut qu'on ait peur? Il faut qu'on ait peur de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on disait aussi, c'est ce que disait Guillaume Poupard tout à l'heure. Il faut évidemment réguler et faire attention, et faut faire attention à l'intelligence artificielle forte. Donc ça, évidemment, c'est le sujet. C'est un sujet d'éthique, c'est un sujet d'avenir, c'est le sujet sur lequel il faut travailler. Il y avait aussi une question qui était intéressante. Est-ce qu'il faut avoir peur justement pour l'emploi? Je vais donner l'exemple de l'Allemagne, qui est le pays d'Europe le plus robotisé et le pays d'Europe où on est on peut parler de plein emploi. C'est la première question. Effectivement, il y en a d'autres qui reviennent sur cette question des robots. Vont-ils supplanter le travail humain? A priori, non. Ça supplantera le travail humain quand c'est nécessaire, quand ça peut aller plus vite. La recherche pour le cancer, c'est extraordinaire. Le robot qui opère, c'est exceptionnel. Et pour autant, on a toujours besoin de chirurgiens. Et voilà, parce que de toute façon, il faut quelqu'un qui se serve du robot et qui sache l'utiliser. Une question très pratique. Combien ça coûte, tout ça? C'est bien de la poser, parce que finalement, tout le monde se la pose. Donc c'est une question à laquelle j'ai résisté pendant très longtemps. Mais finalement, c'est contre-productif. Donc maintenant, ce qui converge, c'est l'idée que la cybersécurité, c'est raisonnablement de l'ordre de 5%, voire jusqu'à 10% dans certains cas du budget IT. C'est énormément d'argent. Ouais. Mais la sécurité dans l'épaisseur du trait, si vous êtes à 1%, c'est que quelque part, vous êtes probablement vulnérable. Je ne vois pas par quel miracle ce serait bon. Si vous êtes à 20%, soit vous faites quelque chose de vraiment très particulier et très exposé, soit vous vous êtes fait arnaquer. Ce qui n'est pas exclu non plus, évidemment. Donc, gardez ça à l'esprit. Par contre, je résiste pour que ça ne devienne pas quelque chose de normatif. Parce que dépenser de l'argent, c'est à la portée de n'importe qui. Bien le dépenser, c'est plus compliqué, probablement. Donc, en termes de lecture interne, en termes d'indicateurs internes, on parle de gouvernance, ça peut être un indicateur de gouvernance. Le fait d'identifier en toute honnêteté, sans que ce soit ensuite, ça puisse vous être opposé ensuite, le niveau d'investissement dans la cybersécurité et vérifier si vous êtes à 1, 5, 10 ou 20%, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant pour les dirigeants. Allez, une dernière question. Le risque cyber est-il traité à sa juste mesure dans les organisations? Budget, donc on vient d'en parler. Gouvernance, responsabilité. Qui veut répondre? Non. Tous peut-être. Non. Rapide. Je peux répondre que pour mon entreprise. Je dirais que, comme nous avons été directement touchés, je crois qu'aujourd'hui, en termes de budget, de gouvernance, ma présence aujourd'hui en témoigne, et de responsabilité, oui, il y a une forte prise de conscience du risque cyber. Mais je suis d'accord avec Guillaume, et notamment, il y a tout le volet petite et moyenne entreprise. Il y a encore du chemin à faire, donc Valérie. Oui, il y a du chemin à faire, mais je confirme que dans un certain nombre d'entreprises, oui, il y a le budget, la gouvernance, l'organisation, et que tout fonctionne formidablement bien, et que l'objet, en fait, et je pense aussi l'intérêt de ce genre de manifestation, c'est que tout le monde s'y mette, mais le problème, c'est le budget, parce que pour les PME, c'est un coût extrêmement important, mais en face de ça, je crois qu'il faut donner le chiffre. En moyenne, les PME qui sont victimes d'une attaque cyber, ça coûte 3 500 000 €, et donc ça veut dire pour certaines d'entre elles dépôt de bilan. Et donc voilà, il faut mettre ça dans la balance, mais il faut trouver une solution effectivement pour les PME, parce que le problème, c'est le coût de la prévention. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc Valérie Lafarge-Sarkozy, Guillaume Poupard et Claude Imovin, merci beaucoup d'avoir animé cette première table ronde. On va marquer une petite pause, d'une petite demi-heure, et on se retrouve après, où on se posera une question autour du risque, puisqu'on l'a posée ce matin. Finalement, est-ce qu'on n'est pas tous omnibulés par le risque et l'aspect sécuritaire des choses? Vous verrez, c'est étonnant. Donc revenez dans une demi-heure. À tout à l'heure.